bonsoir, vous m'entendez? C'est bon? Ok. Donc moi je vais vous présenter donc, DDD, CQRS et Event Sourcing, donc avec l'outil Proof. Comment on va migrer du code legacy vers ces concepts. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Pi, donc je travaille dans le développement depuis une dizaine d'années, depuis Symfony 1.0, PHP, je ne sais même plus la version. Je suis aujourd'hui architecte chez OconWeb. J'ai d'ailleurs eu la chance chez OconWeb de mettre en place ces concepts et Proof, c'est pour ça que je vous en parle ce soir. Alors le but de cette conférence, ça va de vous exposer ces concepts dans leur globalité. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail de chacun, vous l'avez compris, DDD, CQRS et Event Sourcing, ce sont des gros sujets. Chacun pourrait mériter, on va dire, une conférence, voire plus. Donc je ne pourrais pas rentrer dans le détail, je vais vraiment survoler. J'espère que vous avez déjà une petite notion de ces principes. Puis après, je vais vous parler de comment on peut les implémenter étape par étape donc dans votre application. Trop souvent, on va mettre en place des concepts à partir du moment où on peut vraiment n'utiliser que le concept à 100%, on va dire. Si on fait du REST, on n'est pas obligé d'être au level 5 de REST pour utiliser REST, c'est dommage. C'est le même principe avec DDD, CQRS et Event Sourcing. Il faut être pragmatique, il faut utiliser seulement ce dont on a besoin dans DDD, seulement ce dont on a besoin dans chacun des concepts. Donc on va commencer avec DDD, qui est Domain Driven Design. Petit sondage, qui a déjà utilisé ou qui connaît, on va dire, DDD. Super. Donc l'idée en fait de DDD, ça va être remettre le métier au cœur de notre application. Je pense que c'est une phrase qui définit bien le principe. Et donc on va avoir des mots-clés, des choses, on va dire, importantes dans DDD. Le premier, ça va être l'ubiquitous language. Désolé pour mon accent anglais marseillais, pas terrible. Donc l'idée en fait, c'est qu'il faut que vous parliez le même langage dans tous les corps de métier de votre produit. En tant que développeur, on a trop souvent l'habitude d'abstraire les choses. Notre client va nous parler d'un site pour développer un site avec des footballeurs. Ben, dans notre tête, on va dire, ok, des footballeurs, ouais, mais c'est un sportif. Ah, mais c'est pas un sportif aussi, c'est aussi une personne. Donc je vais mettre personne dans ma base de données. Et là, en fait, il va y avoir un problème. C'est que vous allez faire des traductions. Quand vous allez parler avec votre chef de projet, quand vous allez parler avec votre client, vous allez parler de personnes. Il va dire, non, mais moi, on ne gère pas des personnes, on gère des footballeurs. Ben, donc à ce moment-là, il va y avoir un problème. Vous allez faire des traductions et vous allez perdre du temps, clairement. Un nouveau développeur va arriver dans l'équipe, une nouvelle personne va arriver dans l'équipe, elle va voir des personnes, et puis elle ne va pas forcément savoir que c'est des footballeurs, ou il va avoir une traduction à faire, et c'est vraiment dommage. Alors, un autre sujet, ça va être une structure de fichiers. C'est vraiment pas obligatoire, ça. C'est plus un choix pour ordonner en fait, vos fichiers. Donc avec 4 dossiers, on va dire, assez importants. On a un dossier application. Dans le dossier application, en fait, on va orchestrer, on va mettre tout ce qui permet d'orchestrer notre application. Typiquement, ça va être donc, un bundle Symfony, par exemple. Bon, je vais en parler après, tout à l'heure, avec CQRS. On va avoir des commandes ou des queries, des événements, tout ça. Dans notre dossier domaine, on va avoir notre logique métier. Vous l'avez compris, ben, c'est le plus important. Ça va être notre dossier le plus important. Donc dans le dossier ensuite infra, c'est tout ce qui est implémentation, c'est comment on va implémenter notre métier. Avec quel service on va implémenter notre métier. Si par exemple notre métier ça va être d'avoir un utilisateur, de pouvoir l'enregistrer, ça c'est ce que le client demande. Dans le domaine, on va pouvoir avoir notre classe utilisateur, on va ensuite avoir une interface pour un repository, on va dire, pour pouvoir enregistrer notre utilisateur, mais pas plus. Et au niveau de l'infra, c'est à cet endroit-là qu'on va parler de doctrine, parce qu'on va utiliser doctrine, par exemple, pour l'enregistrer. Voilà. Puis on va avoir donc un dossier UI où vous allez mettre tout ce qui est user interface, donc vos contrôleurs, vos commandes console, vos form types, DTO, tout ce qui représente REST, etc. Un exemple de structure de coup de fichier avec le cas que je viens d'évoquer. Vous auriez une commande, un command handler, bon ça je vais en parler dans CQRS juste après. Votre bundle Symfony, alors attention apparemment il ne faut pas en mettre dans les SRC, mais bon, s'il faut le faire, vous pouvez faire ça. Après vous avez votre dossier domaine avec votre utilisateur et l'interface qui va vous permettre d'enregistrer un utilisateur, il y aura juste une méthode save, par exemple cette interface. Un dossier infra, donc avec le doctrine ORM, le mapping pour enregistrer l'utilisateur, et le repository qui permet de sauvegarder l'utilisateur dans l'ORM. Au niveau de l'UI, vous avez un contrôleur, etc. Alors après, ça, c'est ma vision, on va dire, des choses. Vous pouvez l'adapter, il faut l'adapter à votre équipe. Si vous pensez, et j'ai déjà entendu plein de personnes le dire, que par exemple, les commandes pourraient être dans le domaine, ça a du sens, ça pourrait avoir du sens, ben, faites-le. L'important, c'est que dans votre équipe, vous sachiez où sont les choses.
Autre chose, du coup, le modèle driven design. Pour moi, c'est les deux points les plus importants, Ubiquitous Language et celui-ci. Donc, c'est exprimer le métier au niveau de vos modèles. On a l'habitude de faire ça. Imaginons, on a un cas avec un utilisateur. Notre business va nous dire, l'utilisateur, pour être enregistré, pour être créé, on va dire, il a besoin d'un nom et d'un prénom. Il peut, à l'origine, il est désactivé, puis il va avoir une action qui va faire qu'il est activé. Eh bien nous, avec Doctrine, ou avec peu importe n'importe quelle IDE, on va avoir des setters et des getters partout, pour toutes les propriétés. Comme si vous écriviez pour un PHP MyAdmin, par exemple. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? On voit le code en bas, par exemple. Si on doit créer un utilisateur, on va faire une classe, on va faire un new user et des setters, set first name, set last name, set enable. Pourquoi c'est une erreur? Déjà parce que ça ne représente pas le métier. Votre utilisateur, quand on va le créer, il a nécessairement besoin d'un first name et d'un last name. Ça n'a pas de sens de créer une classe utilisateur sans first name et last name. L'état de la classe, du coup, peut être incohérent. Ensuite, du coup, ça n'exprime pas le métier. Pourquoi? Parce que là, dans ce cas-là, on pourrait redésactiver l'utilisateur plus tard. On peut l'activer, désactiver, l'activer, désactiver. Le client, il vous a dit une chose, c'est à l'origine, il est désactivé, puis plus tard, on va l'activer. Mais on ne peut plus le désactiver après. Et bien avec ça, vous avez fait une erreur. Vous donnez la possibilité de faire des choses que votre application ne devrait pas faire, en fait. Alors, comment on va pallier à ça? Eh bien, on va créer, c'est le même principe, c'est du code PHP, c'est très simple. On a un constructeur avec notre first name, notre last name, parce que c'est obligatoire. On peut éventuellement mettre de la validation dedans. Ça, c'est un choix. On va avoir une méthode pour le renommer, une méthode pour l'activer. C'est très simple. L'avantage, c'est que l'état de l'utilisateur est toujours cohérent. N'importe quelle action que vous allez faire sur l'utilisateur, quand vous allez le créer, le renommer ou l'activer, ce sera toujours cohérent. Ensuite, c'est que ça va exprimer le métier, c'est une documentation en fait. N'importe quel développeur arrive sur cette classe, il va savoir qu'est-ce qu'on peut faire dessus, comment on peut agir dessus. Et puis là, finalement, on voit bien qu'on ne peut pas désactiver un utilisateur. Le client n'a pas demandé, on ne le fait pas. Voilà. Le jour où il demandera, on met une méthode disable, ça prend 2 secondes. Bon, et puis là, il y en a plein qui pensent dans leur tête, oui, mais attends, le code autogénéré, c'est quand même cool, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Bon, s'il vous plaît, les développeurs apparemment sont feignants, mais ne le soyez pas trop. Ça prend vraiment pas longtemps d'écrire ce code-là. Et ça va vous permettre de vraiment cloisonner votre modèle. Un autre concept, ça va être les value objects. Ça va être des objets de votre modèle qui n'ont pas d'identité. Ou au moins, on va dire l'identité, c'est le value object en lui-même. Ils sont immuables. Et du coup, si on va agir dessus, on va avoir une nouvelle instance de ces objets. Si je dois donner un exemple, ça va être un datetime, une date. Une date, quand on va la définir, on va mettre voilà, une année, un mois, heure, etc. Quand on va la modifier, quand on va rajouter 2 heures de plus, en fait, c'est une nouvelle date. L'ancienne date, elle existe toujours. Il n'y a pas de raison de modifier l'état de la date d'avant. D'ailleurs, on voit que PHP avait un objet de datetime voilà, depuis très longtemps, j'imagine depuis toujours, et que quand on modifiait le start, ça allait modifier aussi, enfin quand on allait modifier le start pour imbriquer ça dans une variable end, on allait avoir le start qui était modifié aussi. Et bien, ils ont introduit le datetime immutable dernièrement. Dernièrement, j'exagère aussi, ça fait peut-être un bon moment. Utiliser 2 d'ailleurs, c'est bien mieux. Et puis d'autres exemples, c'est par exemple un prix. Un prix, qu'est-ce qu'on donne? On donne un montant et puis une currency. Si on modifie ce prix, qu'on rajoute 20 €, c'est un nouveau prix. L'ancien prix existe toujours, il n'y a pas de souci, mais c'est un nouveau prix. Ensuite, les entités. Bon, les entités, c'est des modèles, mais qui, eux, ont une identité. Doctrine les a bien nommés, là, en l'occurrence. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si vous pouvez éviter les ID autogénérés, c'est vraiment une bonne chose. Comme je disais tout à l'heure, si votre utilisateur, pour être cohérent, il a besoin d'un ID, eh bien, si vous mettez un ID autogénéré, quand vous allez le mettre dans votre base de données, en fait, enfin non, quand vous allez le créer, pardon, il n'aura pas d'ID. Puis vous allez le mettre dans votre base de données, et là, il aura un ID. Mais en fait, au début, il n'aura pas été cohérent. L'état de l'objet ne sera pas bon. Voilà. Là, on aura des concepts qui sont peut-être un petit peu plus compliqués à implémenter. Ceux d'avant sont vraiment très simples à mettre en place. Donc les agrégats. Les agrégats, on peut définir ça comme un groupement de modèles en fait, autour d'une racine. C'est un peu comme si on avait un graphe autour d'une racine. Dans cet exemple, donc on a un agrégat qui est pour l'utilisateur. L'utilisateur, il a des numéros de téléphone, il a des adresses. On a un agrégat pour des réservations, qui a des lignes, peu importe. Voilà. Chaque agrégat va être responsable de l'intégrité de toutes les données qui sont à l'intérieur.
C'est-à-dire que votre order, elle ne va pas pouvoir mettre à jour les adresses de l'utilisateur. Il n'y a aucune raison qu'elle fasse ça. Voilà, c'est un besoin pour l'event sourcing, je vais venir après, je vais venir dessus après. Et puis autre chose, c'est que ça va permettre d'avoir des relations un petit peu plus claires. Votre utilisateur, il a un lien vers l'order, mais il n'y a aucune raison que votre order ait un lien vers l'adresse ou le phone de l'utilisateur. Ça n'a pas de sens. Notre concept, ça va être les boudins context. Ça peut un peu s'apparenter à un sous-domaine en fait. Si on prend un exemple, vous avez donc votre application, l'utilisateur va pouvoir créer une réservation, il peut s'authentifier, et puis une fois qu'il aura fait une réservation, il va avoir une facturation qui va être, il va y avoir une facturation qui va être faite. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez le voir, vous allez avoir votre utilisateur, et vous allez avoir 3 représentations différentes de votre utilisateur. L'utilisateur, quand il va s'authentifier, on aura besoin d'un email, d'un mot de passe, son cancel, etc., son ID. Quand l'utilisateur va créer une réservation, on aura juste éventuellement besoin de son crédit, savoir si on peut lui enlever 10 € parce qu'il a une réduction avant. Puis au niveau de la facturation, son nom, son prénom, son adresse, etc. Les bougies de contexte, voilà, les modèles peuvent être différents d'un bougie de contexte à l'autre, et surtout, ils sont isolés. L'idée, c'est qu'un bougie de contexte ne doit pas communiquer avec un autre. Enfin, du moins, des éléments d'un bougie de contexte ne vont pas communiquer avec un autre. Si on veut communiquer entre 2 bougies de contexte, on va le faire avec des événements, des commandes ou des queries, je vais en parler tout à l'heure avec CQRS. Pourquoi? En fait, ça va nous permettre de vraiment avoir une séparation des responsabilités qui est intéressante. C'est que si un développeur doit travailler sur la facturation, eh bien, il va dans le dossier facturation, il va modifier l'utilisateur, mais il ne pourra pas agir sur l'authentification. Ce sont 2 ressources différentes, 2 entités différentes. Justement, pour la communication, je ne vais pas parler très longtemps, je ne vais pas parler de ce principe-là parce que ça pourrait prendre des plombs aussi, c'est Saga. Sur la fin de cette présentation, il y a une documentation avec quelques prêts et quelques éléments pour ça. Ça va vous permettre un peu, à l'image d'une transaction sur un gros monolithe, à l'image d'une transaction, ça va vous permettre d'être sûr que les enchaînements de vos événements sont cohérents. Je pense que les bougies de contexte peuvent s'approcher d'une philosophie microservice. Au final, là, vous auriez très bien pu avoir une application microservice authentification, microservice billing, microservice de réservation. Et puis autre chose, c'est que c'est comme le DDD, comme le MDD tout à l'heure, c'est une documentation. Si vous avez à travailler sur la facturation en tant que développeur, c'est super simple. SRC, billing, et voilà. Vous savez que vous avez tout là. Vous n'allez pas chercher dans tout le reste du code, il n'y a pas besoin. Et puis les modèles sont beaucoup plus légers. Votre utilisateur, au niveau justement de la réservation, il a un ID, et puis son système de crédit, puis c'est tout. Point, pas plus. Alors, je parle de proof maintenant, pas avant. Pourquoi? Parce que des DD, on n'a pas besoin de proof pour faire du DD. Vous pouvez en faire en PHP, en JavaScript, en ce que vous voulez. C'est juste penser métier, votre application. Là, maintenant, du coup, on va parler de proof. Et qu'est-ce qu'est proof? Proof, c'est un regroupement de composants PHP pour CQRS et event sourcing. Donc le premier commit, quelques chiffres, le premier commit a été fait en 2014. Il y a plus de 70 repositories sur GitHub. Les contributeurs sont vraiment actifs, il y a beaucoup de commits. Ça peut être utilisé sur Symfony, parce qu'il y a des bundles. Sur Laravel, je l'ai marqué parce que j'ai vu un marque dans Laravel, mais je n'ai pas regardé le code dedans, donc je ne garantis rien. Et il y a une super documentation. Vraiment, la documentation est très intéressante. Bon, quelques repositories phares, on va dire, de proof. On a le service bus qui va faire partie de CQRS, ce dont je vais parler juste après. L'event store et l'event sourcing, vous l'avez compris pour l'event sourcing. Et Professor Do, qui est un genre de bac à sable pour faire du proof sans framework. Vous avez le même avec Symfony, Professor Do Symfony. Donc CQRS, Command Query Responsibility Segregation. Qui a déjà entendu parler de CQRS? Ok. Donc, en une phrase, ça va permettre de séparer les écritures et les lectures au niveau de votre application. Un schéma, un petit schéma. Imaginons notre utilisateur. Il va émettre une écriture sur l'application, il va demander à enregistrer un utilisateur. Comment ça va se passer? Ça va passer par un bus, le command bus. Et puis ensuite, on va avoir un système qui va intercepter cette commande. Puis, vous allez mettre votre utilisateur dans votre base de données. Là, je l'ai représenté avec le storage. Puis, éventuellement, mettre un jour en read model. On va peut-être en parler après. Vous pouvez aussi faire en sorte que
enfin, que le storage et les modèles soient la même chose pour simplifier et avoir une transition un peu plus simple. Au niveau de votre côté lecture, ben, votre utilisateur va demander la liste des utilisateurs, ça va passer par un query bus. Et puis pareil, un handler, puis on va lire là où il faut. Donc qu'est-ce qu'un bus? Un bus, ça va être une manière de transporter un message d'un système à un autre. Ça peut être au sein de la même application. On peut envoyer aussi un message d'une application à une autre. Pas un problème. On a 3 types de bus. Donc les command bus, qui sont de l'écriture. Les command bus, quand on va émettre une commande dans un command bus, on va avoir une chose qui va l'intercepter, un handler, donc il y a une méthode. Et ça ne va retourner rien. C'est important. C'est important par rapport au côté asynchrone que permet justement le système de bus. Je vais en parler après. Le query bus, on va avoir aussi un finder. Quand on va émettre une query, il y a une seule personne qui va répondre. Et ça va retourner une promesse. Alors la promesse, ça fonctionne avec React PHP. Je ne maîtrise pas tout à fait cet outil, mais voilà, ça permet de faire le taf. Ensuite, on a l'event bus, ça s'apparente à ce que vous connaissez avec le design pattern d'event dispatcher. Voilà, on émet un événement quelque part, et on a 0 ou un handler qui vont récupérer cet événement, puis retourner rien, évidemment. Ces bus, donc, ils peuvent être exécutés en direct, au sein de la même application. On peut aussi écrire dans une file Rabbit, par exemple, et on peut faire l'HTTP. On peut imaginer que notre create user, on l'envoie dans notre bus, qui serait un bus HTTP, et ça va partir sur une application, plus tard, une autre application de notre système, une application de notre système différent, mais peu importe. Alors, du coup, comment ça fonctionne avec Proof? Vous allez installer le bundle. Bon, je vais passer ces détails-là, c'est juste installer un bundle, c'est très simple. Et vous allez faire une définition comme celle-ci. Là, j'ai fait un exemple avec les command bus. Pour les query bus et les event bus, c'est strictement le même principe. Donc là, dans cet exemple, j'ai un synchronous command bus, donc un bus synchrone, et un bus asynchrone. Dans le bus asynchrone, on va devoir donner une manière d'écrire dans le système asynchrone, donc avec un producteur. Chez EconWeb, on a fait un repository open source pour ça, qui travaille avec Bernard. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est très simple, ça permet il y a plusieurs systèmes de queue, ça marche très bien. Et comment vous allez ensuite émettre une commande dans votre bus? Vous allez récupérer votre bus donc dans votre service container, et puis vous allez dispatch la commande register user, là en l'occurrence avec un UID, son first name et son last name. À quoi ressemble une commande? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc à quoi ressemble une commande? Donc là, la commande d'enregistrement d'un utilisateur, on va lui donner des données, oui, tout à fait. Donc avec un ID, un nom, un email, etc. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces données, il faut qu'elles soient JSON encodables. Avec Proof, et puis avec n'importe quel système de bus, vous allez devoir être capable de sérialiser votre commande pour pouvoir la rejouer autre part. Donc JSON encodable, ça implique quoi? Il faut que ce soit un scalaire, soit un tableau, par exemple. Les streams, les objets et tout ça, on oublie. Donc dans cet exemple, il y a aussi de la validation qui est faite donc dans le set payload. C'est-à-dire que quand on va créer la commande, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir la validation. Ça, je n'ai pas spécialement d'avis sur ça. Ça peut être fait à ce moment-là. On peut le faire aussi avant d'exécuter la commande et estimer que toutes les commandes soient valides. Et ensuite, une fois qu'on a développé cette commande, il va falloir qu'on développe le handler qui va exécuter cette commande. Voilà, donc c'est extrêmement simple avec Proof. On a un register user handler, par exemple, avec une méthode magique PHP invoke qui va recevoir cette commande. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit définir un service voilà, avec Symfony. On a un tag avec une route vers le bus qui va écouter cette commande. Si vous voulez que cette commande soit dans le bus synchrone et asynchrone, vous allez devoir la répéter cette ligne. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Sur Proof, là dans l'exemple, j'ai mis un bus synchrone et asynchrone. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez en créer tant que vous voulez. Vous pouvez en créer par body de contexte, par commande. Ça ne sert à rien, mais vous pourriez. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour le query finder, donc une fois qu'on a émis une query, ça va aller dans un query finder, c'est le même principe, sauf qu'il y a ce système de promesses en plus. Je vous laisse voir la syntaxe. Voilà, je suis. Alors, non. Si je suis. C'est bon. Je suis sur le command handler. J'ai un décalage avec l'ordi, c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est bon. Ok.
Voilà, le query finder, donc c'est éventuellement les promesses, ça va vous permettre de faire de l'asynchrone pour de la query. J'avoue que je n'ai pas trouvé de vrai cas d'utilisation pour pouvoir faire de l'asynchrone. Vous pouvez choisir par exemple pour votre query bus de toujours avoir du synchrone. Votre promesse vous retournera tout de suite l'élément, tout simplement. Mais si vous avez des cas, vous pourriez le gérer. Pourquoi CQRS, du coup? Parce qu'en fait, on va pouvoir séparer les écritures et les lectures au niveau de votre application. Je ne pense pas me tromper en disant qu'une très grosse partie de vos applications, il va y avoir 90% de lecture et peut-être 10% d'écriture. C'est même peut-être encore plus important. Du coup, vous allez pouvoir gérer votre cache de manière efficace. À partir du moment où votre command bus aura reçu une commande, eh bien, ok, je vais mettre à jour mon cache. Vous savez que vous avez une écriture beaucoup plus facilement sur votre système. Ensuite, le switch d'un process, d'une commande, de manière synchrone ou asynchrone, ou vos événements aussi. C'est très facile. Si demain, votre chef de projet vous demande de gérer la création d'utilisateurs en asynchrone et que vous passez pas par un système de bus, je ne suis pas sûr que ça vous prenne 10 secondes de le faire. Là, c'est 10 secondes, c'est pas plus. C'est vraiment très simple. Ça va vous permettre aussi de réutiliser vos commandes et vos queries et vos événements. Non, pas vos événements, autant pour moi, vos commandes et vos queries. Votre create user command ou register user command, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre contrôleur, vous allez pouvoir l'utiliser au niveau de votre command console, peu importe. Et puis oui, autre chose, c'est le bus en lui-même, le système de bus en lui-même. Dans votre contrôleur, user controller par exemple, si vous émettez une commande pour enregistrer un utilisateur, vous allez avoir besoin d'injecter le mailer, d'injecter l'user repository, puis si vous avez un système juste en dessous, enfin, une action juste en dessous qui vous permet de faire d'autres actions, vous allez au final avoir plein de dépendances. Votre bus, pour l'écriture, vous allez juste dépendre d'un bus. Vous envoyez une commande à un bus, et ça suffit. Vous, en tant que développeur, vous avez un panel de commandes à exécuter, vous remplissez ces commandes avec des données, voilà, avec des données cohérentes, et vous envoyez au bus. Point. Ça peut partir en HTTP, en asynchrone, vous vous en foutez. Voilà. Event sourcing. Qui connaît event sourcing? Ok. Donc le principe d'event sourcing, ça va être de stocker les événements. Stocker tous les événements de votre application pour pouvoir définir votre présent, en fait, au final. Pour pouvoir définir l'état de votre application. Voilà. Une approche qu'on a l'habitude de faire sans l'event sourcing, ça va être, imaginons un cas où un utilisateur va ajouter 2 produits, produit 1 à son panier, elle va ajouter un produit 2 à son panier, elle va supprimer finalement le produit 1. Okay. Et puis qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, en fait, on va avoir dans notre base de données, imaginons une base de données avec une table carte items, un user ID, le produit 2, puis la quantité 1. Et en fait, il est passé où le produit 1? On ne le sait pas. Votre commercial, il va arriver et il va vous dire, tu peux me dire combien de fois le produit 1 a été ajouté au panier? Et quand est-ce qu'il a été supprimé du panier? Ben, ça, vous ne le savez pas. Éventuellement, vous avez ajouté des logs. Voilà. Ben, non, vous ne le saurez pas, vous ne saurez pas répondre. Ou alors vous allez rajouter un nouveau système pour pouvoir répondre. L'approche event sourcing, on va avoir un event store qui va nous permettre de stocker par agrégat. Du coup, c'est pour ça que je disais que c'est assez important les agrégats dans le concept event sourcing. Donc là, ça va être dans un agrégat carte, donc au niveau de notre panier. On va stocker tous les événements pour l'agrégat. Donc l'ajout au panier des 2 produits, puis la suppression du produit. Et puis on va avoir un système de projection, je vous rassure. On ne va pas lire à chaque fois dans du JSON pour faire nos lectures. On va avoir un système de projection. Si je dois montrer un schéma, sur l'action de supprimer un élément du panier, l'utilisateur va émettre une commande, donc dans notre bus de commande, et le handler va intercepter cette commande, va récupérer l'agrégat du panier, va jouer tous les événements qui étaient déjà passés avant sur cet agrégat, puis va rajouter un nouvel événement. Le nouvel événement que vous avez demandé, donc le remove, product was removed from cart. Voilà. Et ensuite, on va mettre à jour l'event store. Et une fois que l'event store a été mis à jour, les projections que vous aurez mis en place vont être au courant de cette mise à jour et vont se mettre à jour aussi. Donc si on doit aussi revenir sur le principe d'avant, au niveau de vos lectures, en fait, vous n'allez taper que sur des projections.
Et du coup, c'est quoi l'intérêt? C'est qu'en fait, vos projections, ça peut être du cache, ça peut être ce que vous voulez. Vous pouvez projeter dans une base de données relationnelle, comme vous pouvez aussi choisir de projeter dans du JSON. Vous faites une API REST, votre utilisateur il a une représentation en JSON, en XML. Eh bien, si vous voulez, vous faites une projection voilà, avec une base de données, mais aussi un JSON et un XML. Vous arrivez sur le contrôleur, vous lisez dans la projection la ressource utilisateur, vous la retournez. Je pense qu'au niveau rapidité, au niveau performance, il ne doit pas y avoir beaucoup mieux. On ne parle pas de cache HTTP, tout ça, mais avant, il ne doit pas y avoir beaucoup mieux. Au niveau de l'écriture, comment ça va se passer? Vous allez écrire sur vos agrégats. Et du coup, quand on écrit sur l'agrégat, on va récupérer l'agrégat donc au niveau de l'event store, on va rejouer tous les événements qui étaient présents sur cet agrégat, et on va rajouter le nouvel événement, on sauvegarde, on va valider, je ne parle pas de validation, on valide forcément tout ce qui se passe, mais et ensuite on va mettre à jour dans l'event store. Et là, il y a encore des personnes qui vont me dire, oui mais attends, si dans mon agrégat il y a 5000, 10 000, 15 000 événements, au niveau performance, ça va être lamentable. Oui, ça pourrait éventuellement être lamentable. Alors, c'est du PHP, on va exécuter des événements en PHP, c'est très simple, ça va quand même être assez rapide, mais il y a un système qui existe pour pallier à ça. Les snapshots. Si vous avez peur de ça, si vous pensez que dans vos agrégats vous allez avoir beaucoup trop d'événements, créez des snapshots. En fait, vous allez dire tous les 100 événements, je crée un cache de l'état de mon agrégat. Comme ça, si imaginons j'ai 102 événements, on va récupérer l'agrégat donc au niveau 100, avec le cache on va dire, et on va jouer les 2 derniers événements. Ce sera beaucoup plus rapide. Évidemment, les snapshots, on peut les supprimer, les recréer. Si l'agrégat change, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas un problème. Donc le système de projection, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut en créer autant qu'on veut. Si vous avez une API V1, vous avez une projection V1, vous faites une API V2, vous faites une projection V2 si vous voulez, c'est pas un problème. Si vous voulez faire une migration, vous pouvez faire vivre les deux en même temps, c'est pas un problème non plus. À la demande, voilà, on va pouvoir les créer, les mettre à jour, les reconstruire, parce que votre business vous a demandé un truc en plus, qui avait déjà stocké dans les événements, mais que vous n'aviez pas représenté dans vos projections, par exemple. Et ils sont mis à jour de manière asynchrone. Je vais en parler juste après, ça peut éventuellement être un problème. Un autre cas que j'ai fait, un cas qui me fait aimer event sourcing, c'est votre chef de projet arrive et vous dit, hier, à 8h30, j'ai un client qui a ajouté un produit au panier, et paf, il y a eu une 500. Bon voilà, super. Qu'est-ce qui va se passer? Sans architecture event sourcing, on va regarder dans les logs. On va éventuellement avoir le log, super. Avec les logs, on va regarder dans le code. On va dire, mais c'est pas possible, c'est pas arrivé ça. Puis on va regarder dans la base de données, on va regarder partout. Et on va finir par dire, le client il m'a pas donné assez d'infos, je comprends pas. Si ça lui arrive, tu me le dis, et puis il me donne la main sur son ordi. Super. Avec event sourcing, on va avoir à peu près le même principe. Hein. On va regarder dans les logs quand même. C'est la chose généralement où on a le plus d'informations. Et surtout, en fait, on va identifier l'événement qui a posé un problème. Ce fameux removed ou add product, l'ajout du produit sur le panier. Je vais le faire en français, c'est plus simple. On va aller voir où il est, et puis on va, si on a le droit, récupérer tous les événements qu'il y a eu en prod, les mettre sur un autre événement, et rejouer tous les événements jusqu'à cet événement qui a posé problème. Voilà. Et là, on joue l'événement qui a posé problème. Et dans beaucoup de cas, vous allez reproduire l'erreur. Et du coup, si vous reproduisez l'erreur, c'est très simple, vraiment, de fixer le problème. C'est beaucoup plus simple. Et il y a autre chose, c'est qu'en fait, le client, il a travaillé pour vous, là. Il y a eu une 500, ok, mais il vous a fait un cas de test. Vous prenez les événements qui ont posé ce problème, vous les ajoutez dans votre BIAT. Voilà, vous avez créé un cas de test, le client a travaillé pour vous. C'est très simple. Du coup, dans Proof, bonne nouvelle, tous ces concepts sont déjà implémentés. Il faut, à mon sens, peu de code pour les utiliser. Il y a un event store aujourd'hui qui existe déjà, donc l'event store, ça va être le storage qui permet de stocker les événements par agrégat, je rappelle. Il y a un event store qui existe déjà, une implémentation de l'event store qui est PDO, donc vous pouvez le faire avec Postgre, MySQL, etc. Je ne sais pas s'il y a d'autres trucs, peu importe. Il y a un produit qui s'appelle Event Store, pour faire l'Event Store, donc c'est super original, qui n'est pas
malheureusement implémenté. J'espère qu'il y aura une mise à jour sur ce truc-là pour pouvoir l'implémenter. Donc avec PDO, on s'intéresse à Proof, on va avoir une notion d'event stream. Un event stream, ça va être une table dans votre PostgreSQL ou dans votre MySQL. Et puis vous allez avoir des stratégies au niveau de votre Proof. Vous allez dire, je vais créer un event stream par agrégat, ou je vais créer un event stream par type d'agrégat, ou pour tous les événements. Faites attention. Si dans votre business, vous avez 100 000 utilisateurs, si vous prenez la première stratégie, vous allez avoir 100 000 tables. Peut-être, je n'ai jamais testé, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il y a un bundle pour Symfony. Là, dans l'exemple, on va parler du panier. On va définir un store. Donc, on va définir la technologie, MySQL. Ensuite, on va définir un repository. Comment on enregistre les événements sur cet agrégat sur l'Event Store. L'agrégat en lui-même, le panier. L'agrégat translator, je ne sais pas tout à fait à quoi ça sert, je dois l'avouer. Puis les projections. Donc pareil, MySQL. Puis on va définir au niveau des projections deux principes, donc les read model, puis la projection. À quoi ressemble un aggregate route? C'est une classe PHP simple qui va étendre, j'ai pas mis les use pour que ça rentre, qui va étendre donc une classe aggregate route. Et puis on va avoir donc, imaginons le cas d'un produit ajouté au panier, on va avoir une méthode addProduct avec donc l'identifiant du produit puis la quantité. Et ça, qu'est-ce que ça va faire quand vous allez exécuter cette méthode? Ça va simplement enregistrer un événement au niveau de l'agrégat. Ça va record cet événement, l'événement product was added to cart. Et puis vous allez avoir une méthode associée. Pour chaque événement que vous allez faire sur votre agrégat, vous allez avoir une méthode associée. Un when product was added to cart, et là vous faites clairement ce que vous faisiez normalement, c'est-à-dire que vous allez mettre le produit dans votre objet, etc. À quoi ressemble un événement? C'est la même chose que pour les commandes et les queries. Vous avez besoin qu'il soit serialisable, forcément, parce qu'il va aller dans l'Event Store, et qu'il soit lié à un aggregate route. Les événements sont forcément liés à un aggregate route. Là, dans notre cas, en fait, on peut voir que quand on fait le self occur, le premier argument va être l'ID de votre agrégat. Le repository, donc comment on va enregistrer les événements de notre panier. On est gentil, on va faire une interface avec CartList. On la met au niveau de notre domaine d'ailleurs. On sauvegarde, on peut sauvegarder un carte et on peut récupérer un carte à partir de son ID. Là, on n'a même pas parlé d'event sourcing au niveau de notre domaine. Et dans l'infra, là, on va parler d'event sourcing. On va étendre aggregate repository, une méthode save, une méthode get. Et là, en fait, vous voyez, c'est une ligne de code. Proof, il fait tout pour vous. C'est-à-dire que quand vous allez faire le save, il va tout seul récupérer tous les événements qu'il y avait sur cet agrégat et les ajouter sur votre event store. Quand vous allez faire le get, il va tout seul, s'il y a un snapshot, récupérer le snapshot ou jouer tous les événements qu'il y a dans le delta. Donc comment ça se passe au niveau de notre command handler? De tout à l'heure, on ajoute un produit au panier. On va juste créer une dépendance avec CartList, puis récupérer donc l'agrégat carte dans notre event store, jouer tous les événements, jouer la méthode addProduct, et puis sauvegarder le panier. Et donc là, on va attaquer les projections. Donc là, on va avoir un cart modèle. J'ai pris un exemple en fait où on fait du MySQL. Qu'est-ce qu'on fait? On a une méthode d'init qui va vous permettre de créer votre projection. Là, on va créer une table. On a une méthode isInitialized, reset, delete, tout ça, où on va en fait, ça va permettre au système de projection de proof de savoir dans quel état est la projection. Puis les méthodes insert et delete, en fait, où on va s'en servir sur la slide d'après, je vais montrer. Donc ça, c'était notre read model, et là, donc ça c'est la projection. Notre projection, on va écouter dans un event stream, et en fait, on va catcher tous les événements. Quand un événement product was added to cart, on va tout simplement insérer une ligne dans notre table. Quand un produit est supprimé du panier, on va simplement supprimer une ligne de notre table. Là, c'est du MySQL, enfin du MySQL, un SGBD. Vous pouvez le faire avec votre JSON ou qui va poster dans du Redis. Peu importe, vous faites ce que vous voulez au niveau de votre projection.
Comment ça fonctionne du coup les projections de manière asynchrone? On va tout simplement lancer une commande donc avec Symfony et le nom de la projection derrière. Ça va tourner en fond et on va avoir un état de la projection au niveau de notre data store qui va nous dire, donc, bon là c'est un exemple avec donc, le nom de la projection, la position, à quel événement elle est. Imaginons que je viens de lancer la projection et que j'avais 5000 événements à jouer, ben, on va savoir à quel événement elle est en train de, sur quel événement voilà, elle est en train de travailler. L'état, je ne vais pas parler de ça. Je pense que ça pourrait être assez long. On peut avoir un état persistant au niveau de nos projections, pas seulement au niveau de nos agrégats. Et puis le statut, savoir si notre projection elle est en train de tourner, si elle a échoué, si elle n'a même pas été initialisée, etc. Donc, pour récapituler les avantages d'event sourcing, un des plus gros, ça va être que vous êtes le maître du temps. En tant que développeur, vous allez pouvoir, d'ailleurs, je crois que, pas me tromper en disant que React et Redux fait ça, vous allez presque pouvoir jouer avec une jauge pour savoir, pour vous mettre à l'état que vous voulez sur votre application. Si vous voulez vous mettre hier à 23h59 pour savoir ce qui se passe, vous vous mettez à ce moment-là. Les seules limites, ça va être en effet le vrai temps. Vous pouvez changer l'heure sur votre ordinateur ou faire des choses comme ça, ou pas en parler. Voilà. Mais vous pouvez, voilà, vous allez vraiment avoir tous les événements qui ont fait que vous avez ces projections aujourd'hui. Et les rejouer, jouer avec. Vous allez pouvoir aussi récupérer les données business dans vos événements. Mettez plus de données que ce que vous auriez dans vos projections, par exemple. Parce que peut-être que dans 6 mois, votre chef de projet va vous dire ben, j'ai besoin aussi de cette information. Ben, d'accord, je l'ai dans mes événements, je ne l'ai pas encore dans mes projections. Je vais recréer mes projections avec cet élément en plus. Il n'y a aucun problème. Ensuite, ben, le cache. Les projections, ça va être très performant. Vous allez pouvoir, voilà, quand il va y avoir une lecture, ça va lire sur une projection, c'est très rapide. Au niveau des tests, c'est aussi beaucoup plus simple. La définition des tests, voilà, tout est métier. Vous allez jouer avec les événements que vous avez définis au niveau de votre application. Puis c'est beaucoup plus rapide aussi, parce que vous n'êtes pas obligé de lancer vos tests avec une base de données derrière. Les projections, vous vous en foutez, à moins que vous testiez vos projections. Mais sinon, vous en moquez. Voilà, je l'ai dit aussi, on peut faire évoluer donc, les projections avec les éléments du passé. Autre chose, enfin, une chose peut-être qui va vous freiner, c'est que ça va paraître un peu lourd. Ce système de commande d'événements, donc la commande qui va être add product to cart, un ordre, l'événement qui va être product was added to cart, puis une méthode when product was added to cart. Ok, c'est vrai que ça paraît lourd, ça peut paraître lourd, mais au final, votre commande et votre événement généralement ont la même tête. Vous pouvez un peu, voilà, vous allez copier-coller du code au final. Voilà, on va dire c'est une marche à monter pour pouvoir utiliser event sourcing, dont tous les avantages normalement devraient convaincre. Puis le côté projection, le fait que les projections soient mises à jour de manière asynchrone. Ça peut être un problème. Ça peut être un problème pourquoi? Parce que quand vous allez ajouter quelque chose sur le panier, on ajoute un produit sur le panier, si votre front, par exemple, devait faire un appel juste après sur le panier pour récupérer son état, juste après, je dis parce que la projection, ça pourrait aller très vite, normalement. Bon, si elle fait un appel tout de suite, ou que vos projections sont en galère, eh bien, vous allez avoir un état de votre panier qui n'est pas bon, en fait. La projection, elle n'est pas encore à jour. Alors, ça peut être un problème dans pas mal d'applications, ça, c'est à vous de le définir, mais si on prend une application moderne, on va dire, avec un JavaScript devant, un React, un Angular, puis une API derrière, c'est pas censé être un problème. Pourquoi? Parce que votre front, quand il va faire je supprime un élément sur le panier, ben, il n'a pas besoin de refaire un appel au panier. Il s'en fout, il le sait ce qui s'est passé. Voilà. Donc il n'a pas besoin de faire d'appel. Voilà. Donc où on en est aujourd'hui avec Proof, mon ressenti. Je vais commencer par les mauvais points, comme ça je finis sur une note positive. Je dirais que c'est dommage qu'il n'y ait pas l'implémentation du produit Event Store, parce que je pense que PDO en lui-même, je ne l'ai pas testé sur une production, mais peut être limité. Contrairement à Event Store, qui est un produit qui est fait pour stocker des événements. D'ailleurs, vous pouvez créer vos propres implémentations d'Event Store. Un Event Store, ça peut très bien être un fichier TXT quelque part, hein, sans moque.
autre chose, un mauvais point qui peut être aussi un bon point, c'est que ça bouge très vite. Aujourd'hui, Proof, le premier commit était en 2014, la version aujourd'hui c'est un 6.2.2, voilà, ça bouge très vite. Les gens sont intelligents, hein, il n'y a pas de BC break, donc voilà, ça bouge très vite, mais si vous êtes figé sur une version, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de version stable aujourd'hui sur les bundles Symfony, il n'y a que des versions 0.x, mais je pense que ça devrait évoluer prochainement, il n'y a pas de problème avec ça. Au niveau des avantages, ben c'est très simple à utiliser. Même si vous ne connaissez pas spécialement DDD, CQRS, Event Sourcing, vous allez pouvoir le mettre en place vraiment facilement. Et puis, il y a une documentation qui est vraiment super. Un site, donc des genres de bac à sable, ça va vous documenter sur DDD sans que vous ayez presque à le faire. C'est testé unitairement, heureusement. Et puis, la communauté est vraiment active et sérieuse. Voilà, on sent que les personnes sont impliquées, qui font des changements assez souvent, sont disponibles sur, je crois qu'il y a un Slack pour discuter avec eux. Voilà, comme je disais, ça utilise du Semver, donc vous n'avez pas peur de casser votre prod, ils sont intelligents. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai un souci avec les commandes qui ne renvoient pas de données, qui ne renvoient pas d'état. Comment est-ce qu'on fait pour faire une commande et pas savoir si elle a réussi ou pas, simplement ? Alors, en effet, bah, du coup, c'est un peu ce que je disais à la fin. C'est le principe d'Optimistic UI, si je ne me trompe pas. Si, à partir du moment où on a fait une action, si on a validé la commande, qu'elle paraît être dans un état cohérent, eh bien, on accepte qu'il y ait ce doute. On va dire, c'est OK, j'ai reçu la commande, on va la jouer en asynchrone derrière, et normalement, il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, si je prends un exemple, quand tu vas rajouter un fichier dans Google Drive, il va te dire, OK, c'est bon, le fichier, il est passé. Et puis s'il y a eu un problème, 5 secondes plus tard, tu vas voir que ton fichier, il n'est pas là, ou tu vas avoir une erreur finalement en disant, le fichier que tu viens d'uploader il y a 5 secondes, finalement, n'est pas passé. Ben, au niveau d'une commande, ça va être le même principe. Donc, sur un contrôleur, imaginons qu'on crée un utilisateur, on génère l'UID avant, et on va retourner au front, donc au front via l'API, l'UID de l'utilisateur qu'on va créer. Mais voilà, on peut s'adapter. C'est-à-dire que si tu penses que ça peut être un problème sur ton application, tu peux toujours utiliser CQRS, mais ne mettre que du synchrone sur tes commandes, ou sur certaines commandes et d'autres commandes en asynchrone. C'est pas un problème. Par contre, ça retournera en effet à rien. Mais si tu gères l'ID, c'est-à-dire quand tu vas créer l'utilisateur, que tu gères l'ID de l'utilisateur, ben, tu la joues en synchrone, puis juste après, tu la récupères dans ta base de données, ta projection, peu importe ce que tu utilises comme système, et tu retournes ta réponse comme avant en fait. Bonsoir. Une question concernant la taille des projets. Il semblerait que peut-être pour Proof, il y a peut-être des gros projets complexes, ça peut être très intéressant, et des petits projets, c'est peut-être pas intéressant. C'est quoi la limite ? Bon, la limite, ça dépend. C'est une super réponse, ça dépend. En fait, il faut pas. C'est un peu, on va dire, une limousine, ça. On va pas mettre ça sur une application où c'est du CRUD, où le client veut ça en 2 jours, où il n'y a pas d'intérêt, par exemple, à avoir l'event sourcing. On ne le met pas. CQRS, c'est pareil, si on veut vraiment aller très vite, on peut ne pas le mettre. Même si définir une commande est un leurre, c'est censé aller très vite. DDD, ça pèse, c'est très rapide. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser DDD. Je ne parle pas forcément des notions d'aggregate route ou de body de contexte qui peuvent poser des problèmes techniques, qui peuvent mettre certaines barrières, mais les premières explications que j'ai données, il n'y a pas de barrière. C'est bon, plus de questions? Ah, mince. Désolé. Moi, j'ai une question sur les projections. Et donc, on va imaginer un exemple complètement tordu ou un système où on veut réserver des billets. Il y a plein de personnes qui viennent en même temps. Je ne sais pas si ça vous parle. Et donc, si la projection est mise à jour de manière asynchrone, comment est-ce que tu fais pour garantir, par exemple, qu'un siège n'est pas vendu 2 fois à 2 personnes différentes? Alors, en effet, ça va être un problème à partir du moment où on va créer notre projection de manière asynchrone. J'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs avec un collègue, donc on peut réfléchir un petit peu. Donc dans ce cas-là, soit
pour moi, on va avoir un système de projection qui est synchrone, c'est-à-dire ou au moins une des projections qui va être synchrone. Soit on peut utiliser donc, le principe Saga on va dire, en intégrant les projections.